Bonsoir à toutes et tous. Bon, certains, je vous ai croisés pendant le mois de janvier et puis les quelques jours de février cette semaine. Mais c'était un grand plaisir. Et avant toute chose, je tiens vraiment à remercier Françoise Sainz, la directrice, et l'ensemble du personnel de l'ENSA. Et particulièrement le labo CCE, avec qui j'ai eu de nombreux, et que j'ai toujours de nombreux échanges dans les processus et les processus de recherche et de création, et ainsi que les ateliers avec qui j'ai beaucoup travaillé, ateliers céramique et porcelaine. Donc c'est vraiment une résidence très intéressante pour moi qui suis peintre et qui n'y avait pas touché jusqu'à présent. Et donc là, je vais... et puis j'ai également d'ailleurs aussi dans ce contexte d'école, le côté pédagogique n'était pas absent non plus, puisque bon, j'ai enseigné longtemps aux Beaux-Arts de Valence-Grenoble, et le fait d'avoir retrouvé des étudiants de temps en temps, notamment ceux de Nicolas Touré et d'Alain Doré, bon, c'était très intéressant aussi, et je pense que c'était un échange qui trouvait sa logique, puisque j'étais là pendant assez longtemps quand même, et c'est une façon de vous rencontrer. Comme je l'ai indiqué dans mon petit texte de présentation qui est en ligne, je vais parler de mon travail de peintre, et puis je partirai un peu des origines, et puis j'arriverai un peu à des choses actuelles en vous présentant aussi les réalisations que j'ai commencées, je pourrais dire, car elles ne sont pas vraiment terminées, que j'ai commencé ici en céramique. Je pense qu'il serait... Je vais essayer de consacrer 45 minutes. Je trouve que c'est bien d'essayer de concentrer. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais mettre une minuterie. Et quand ça sonnera, ça veut dire que ça sera l'heure. Mais ça sera pratique pour moi. Et les échanges après, avec vous, avec grand plaisir, évidemment. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le titre là, que vous voyez, « Aménager son terrier ». En fait, aménager son terrier, c'est un peu une... J'ai choisi ce titre pour m'adresser à vous ce soir parce que ça a été à la suite d'une invitation que j'ai eue en 2011 à écrire un texte pour une revue d'esthétique. J'avais commencé ce texte en mettant en exergue une phrase d'un auteur qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, que vous allez découvrir ici. Voilà, ça c'est la première page. Franz Kafka. Donc ça vient du terrier. Alors je l'ai réadapté en parlant d'aménager son terrier. Cette nouvelle, certains peut-être parmi vous l'ont lu, c'est une nouvelle assez extraordinaire, assez étonnante, assez étrange, où l'on voit un personnage mi-homme, mi-animal, et difficile à définir, qui vit dans ce terrier qui est une sorte d'habitacle et en même temps de réseau. Et j'ai choisi ce terrier comme une métaphore en gros de la peinture et de la relation de la peinture et de l'artiste au monde qui l'entoure. Dans le texte, en fait, ça prend un peu les allures d'une déclaration d'artiste, un peu un statement, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce le travail qu'on fait, comment on le situe par rapport au monde. Alors dès les premières phrases que vous pouvez voir là, c'est un peu déjà dit, mais ça fait l'objet d'un développement. Et en fait, en citant cette phrase de Kafka, j'étais conscient aussi que c'est une métaphore qui, si on la prend au plan philosophique, politique, on pense immédiatement à ce que pouvait dire Deleuze dans les années 70, où il parlait de l'art comme résistance, et on pourrait voir le terrier évidemment comme une espèce de lieu de lutte, de résistance, de résistance au monde qui nous entoure, etc.
Ça serait une figure possible. Il y a d'autres figures, je pense. J'en parlais pas dans le texte du reste, hein, mais il y a d'autres figures qui pourraient être aussi très négatives, beaucoup plus négatives. Par exemple, une figure psychologique qui serait un repli, un isolement, une façon de s'enfermer dans une bulle, etc. Je pense qu'il y a aussi une figure, peut-être, en tout cas c'est une libre interprétation que je me donne, c'est que l'artiste a tout intérêt à faire des allers-retours entre quelque chose que j'appellerais son terrier et ce qui est un peu son espace qui fait référence, et peut-être à l'atelier, mais aussi à des espaces personnels liés évidemment à l'habitacle, au lieu où on construit son œuvre, son travail, et puis le fait que les allers-retours sont nécessaires avec le monde extérieur. Car le personnage du terrier, il souffre terriblement dans son terrier. Il est malheureux, il est très inquiet, il est complètement paranoïaque, il est persuadé qu'il va être attaqué, il ménage des entrées et des sorties, et qui sont autant de risques de se faire attaquer. Donc il est dans une vraie paranoïa, et son malheur, probablement, enfin, c'est l'interprétation que je m'en donne, hein, c'est probablement qu'il ne peut pas sortir de ce terrier, et qu'il y est enfermé, et que s'il allait à l'extérieur et qu'il y revenait, et qu'il faisait les allers-retours, il préserverait à la fois son espace de pensée et d'imaginaire, et il irait effectivement dans le vaste monde des réseaux, des écrans, de toutes sortes, qui nous sont au fond à la fois nécessaires et qui, si on se contentait de cela, évidemment ce serait une vraie catastrophe. D'où la nécessité peut-être d'allier un originaire comme cette idée du terrier, et puis une figure beaucoup plus liée aux technologies et aux moyens dont on dispose. Donc, savoir aménager son terrier, c'est assurer à la fois cet espace intime de construction, mais à condition de l'ouvrir au monde. Donc, y retourner et en ressortir. Alors, pour une école comme Limoges, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que dans le fond, c'est une école où on ne se prive pas d'aller fouiller la terre, d'aller la ramasser, la creuser, en rapporter. Et il y a quelque chose, au fond, il y a un lien avec une matière première qui est fondamentale. Et donc c'était un peu une manière aussi de dire cela, et que je suis frappé de voir à quel point tout ce travail se fait avec des matières premières de la terre, des kaolins, etc., et qui sont à la fois associés à des technologies extrêmement sophistiquées. Donc c'est un peu cette image que je développe avec le terrier en disant que dans le fond, il faut savoir associer des postures parfois qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas. Donc ça, c'était la revue où on trouve en ligne le texte dont je vous parle, hein, et peut-être la revue, vous la trouverez. Alors, juste petite parenthèse, parce que je trouve cette image, au fond, assez étonnante. Elle n'est pas d'une bonne qualité, parce que c'est une capture d'écran. C'est une œuvre de Francis Alice, The Night Watch, et je la cite dans le texte, sur le terrier. Et vous voyez, il y a un petit renard qui a été lâché dans la National Portrait Gallery. Il en avait demandé l'autorisation à la suite d'une résidence qu'il avait fait à Londres. Et ce renard, il le lâche de nuit et il est filmé par les caméras de surveillance du musée. En fait, c'est un peu la situation inversée du personnage de Kafka. C'est un vrai animal de terrier, le renard, et il se retrouve plongé dans le monde à la fois des écrans, des caméras de surveillance, etc., et dans un monde de la culture et de l'art. Donc, je trouvais très beau ce retournement par rapport à Kafka. Et puis, je ne sais absolument pas quelle était l'intention de Francis Alice. Je me suis d'ailleurs effectivement pas particulièrement penché. Je ne sais pas quelle était son intention en faisant cette petite vidéo. Je ne la connais pas, mais je crois que ce qui compte, c'est la capacité de s'approprier une œuvre
et de la faire parler dans une direction qui ne lui est pas particulièrement, je dirais, contraire. Moi, j'y ai vu effectivement aussi les jeux vidéo, parce que quand on voit la petite séquence de 17 minutes, il y a un personnage tout seul, dans une solitude absolue, et vous le retrouverez de salle en salle, reniflant parfois les œuvres, et puis il finit par s'endormir. Bon, c'est une très belle petite vidéo qui raconte un peu comme ça ce rapport, puisque j'ai mis un peu ma petite intervention ce soir sous l'angle de cette relation entre le terrier et les technologies. Ben, on voit vraiment ça. On dit la solitude de cet animal est très très troublante, et très très touchante. On voit une drôle de situation. Alors donc après cette introduction sur l'aménagement du terrier, je vais vous présenter donc des œuvres très anciennes et puis très rapidement, on va venir à des choses contemporaines. Alors ça, c'est des œuvres que je faisais quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris. Et ça, c'est un peu pour vous parler, au fond, des premières influences. Je trouve ça toujours, avec le recul, moi je trouve ça toujours sidérant de voir qui nous a influencés, comment on a été influencés. Je trouve que c'est une chose importante. Et je revenais d'un voyage à Florence, où j'avais vu ce qu'on peut voir à Florence, et particulièrement le couvent Saint-Marc, avec des œuvres, si vous connaissez le couvent Saint-Marc, vous voyez les Fra Angelico qui sont inscrits dans des cellules de moines très austères, et avec un rapport à une architecture très très orthogonale, très simple, monacale, hein, pour tout dire. Et cet espace m'avait frappé, de même que à Florence, la prolifération d'œuvres, aussi bien dans la rue que dans les musées, avec la présence aussi des visiteurs, des spectateurs, etc. Cette relation me touchait beaucoup. Donc j'ai fait toute une série de peintures, pas très grandes. Le format, oui, je ne l'ai pas marqué, c'est environ 1 mètre, quelque chose autour d'1 mètre de haut, et une trentaine de peintures de cette sorte. Alors, une autre influence, qui est peut-être visible hein, d'ailleurs, hein, je reviens juste là, exactement au même moment, je découvrais chez Claude Bernard, la galerie Claude Bernard à Paris, je découvrais l'œuvre de Francis Bacon. Ça se voit peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'arrivais pas à la cheville ni de Fra Angelico ni de Bacon, mais c'était des influences totalement contraires, parce que rien ne rapprocherait dans le fond. Oui, si, peut-être, mais a priori, il n'y a pas un lien évident entre Fra Angelico et Francis Bacon. Mais moi, j'ai vécu ces deux influences exactement au même moment. Et donc, ces peintures, sans doute, en portent un peu la marque. En tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé par la suite quand je revois ces tableaux de cette époque. Donc la peinture est venue très très... je peignais déjà avant d'être aux Beaux-Arts, mais je l'ai confirmé en y allant. Et j'ai récemment publié une monographie avec les éditions locaux, et une historienne d'art, Guitmi Maldonado, m'a fait un entretien avec moi et m'a posé une question qui m'a immédiatement... pas déstabilisé, mais je me suis dit oulala, je m'attendais pas à ce que ce soit, à ce qu'on démarre si loin. Elle me dit première question, peut-être la plus difficile, pourquoi la peinture? Alors c'est impossible de répondre, hein. Donc pour lui répondre, je lui ai dit mais parce que au fond il y a toujours eu la peinture. Alors il y a toujours eu la peinture, c'est vrai. J'ai commencé étudiant à peindre et j'ai continué, et puis à un moment donné, il y a eu une période peut-être de doute, mais qui correspond bien à une période où les remises en question de la peinture étaient d'une très grande, j'allais dire violence, peut-être pas de violence, mais disons une très grande radicalité, etc., où il y avait un rejet de la peinture qui était un peu absurde, hein, et que moi j'ai traversé. Et peut-être que j'ai voulu en vérifier la valeur. J'ai commencé à travailler beaucoup en photographie. J'ai réalisé un portfolio sur une rue, toute une rue, la rue Ballard à Paris. D'ailleurs, je crois que je cite le lieu dans les images suivantes. Et donc, je suis passé par le détour de la photographie et du cinéma. J'ai également fait beaucoup de films, des petits films en Super 8, hein, et que je renie pas, qui font vraiment partie de mon travail. Et en fait, ce détour
je peux dire que j'ai peut-être été influencé par ce climat de suspicion et de critique de la peinture, puisque je suis passé par la photographie et le cinéma pour vérifier qu'au fond, ça me ramenait à la peinture. À chaque fois, je revenais à la peinture. Même espace que dans les petits tableaux que vous avez vus avant, mais également dans les films, je fabriquais des décors très picturaux, etc. Donc, d'une certaine façon, ce détour m'a été très favorable. Donc, parfois, il ne faut pas craindre de quitter son espace et son espace de confort, parfois, et de référence, et je dirais, de réalisation, si on sent qu'on a besoin de vérifier quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Et ça m'a ramené à la peinture de manière très forte, en fait. Alors donc là, j'avance dans le temps quand même. En 89, vous voyez, donc c'est quand même 10 ans après les Beaux-Arts pour moi. Je peins des grands tableaux comme ça. J'en peins, je dirais de façon, j'allais dire un peu comme une série, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait série? C'est souvent le format, le sujet, etc. Alors là, on peut dire qu'il y a, en voici un autre. On pourrait dire que effectivement, le format est le même. Hein, et j'en ai comme ça, effectivement, fait une dizaine. Et ces tableaux, j'étais vraiment plongé dans la peinture, mais il y avait une particularité, et je parlais dans le petit texte de présentation en ligne, je parlais du fait que le dessin me permettait de ne pas parler de la peinture. Et c'est vrai que c'est une position que je défends, parce qu'à l'époque, quand je faisais ces tableaux, y compris les tout petits tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, je ne dessinais absolument pas, mais vraiment pas, ou très peu. Je dessinais dans la peinture, mais je ne dessinais pas de manière préparatoire, annexe, etc. Le dessin était peu présent. Et c'est comme ça, au fond, que le dessin est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ces grands tableaux que j'improvisais, qui me permettaient d'arriver à quelque chose où je commençais à m'y retrouver, néanmoins, c'était une difficulté réelle, et j'ai compris ça c'en est donc un autre, qu'il fallait que je commence à dessiner, parce qu'il y avait dans mon travail quelque chose de suffisamment construit et organisé pour que je me fasse confiance à d'autres modes d'approche que la pure improvisation dans le tableau. Donc ça a été extrêmement déterminant. Donc je me suis mis effectivement à dessiner. Alors au début, de façon picturale, si je puis dire, j'étalais du fusain sur des feuilles que j'écrasais pour avoir une matière. Je faisais ça souvent avec des grilles métalliques pour que le fusain soit imprimé lui-même, et je dessinais après sur ces feuilles. Alors il y avait des formats de cet ordre-là, pas très grands, et j'ai donc produit une grande quantité de ces dessins-là. Et puis, donc j'avance dans le temps, hein, c'est pour tenir mes 45 minutes. Eh bien, pour avancer dans le temps, après, je vous montre là un tableau qui j'aurais envie de dire, qui démontre exactement ce que je disais là, c'est-à-dire que le dessin est arrivé comme une nécessité pour peindre, alors qu'avant, il était fait dans la peinture. À ce moment-là, il est fait avant la peinture. Alors, je vous en montre une série, là. Alors, les dessins sont des dessins préparatoires, on peut dire. Moi, je les appelle exploratoires, mais on comprend bien le terme exploratoire et préparatoire. Exploratoire est quelque chose de plus... on ne sait pas où on va explorer. Préparatoire est peut-être un peu plus technique, donc j'aime bien le mot exploratoire pour ça. Mais là, c'est vraiment des dessins Alors, et puis j'aime bien aussi dans le mot exploratoire le côté dérive, puisqu'on ne sait pas où on va, je commence, ça bouge, ça commence à croiser différents types de dessins. Dans l'image, dans le dessin en haut à droite, vous voyez que j'ai superposé, enfin je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai superposé j'ai un découpage, quoi. J'ai un dessin qui vient se recroiser avec un autre. Donc ça, c'est un principe que j'ai souvent développé, et qui m'apporte quelque chose souvent par le hasard. C'est-à-dire le hasard a une grande vertu, puisqu'il permet d'être surpris, on est devant quelque chose de très inattendu. Le hasard a cette grande qualité-là, c'est-à-dire
et on peut facilement le rencontrer, le hasard, quand on est dans un atelier où on est entouré de choses qui se mélangent, qui sont là, etc. Donc avec le dessin, c'est très rapide. Le hasard, on l'a parce qu'on va recroiser deux dessins, parce qu'on va les superposer, on va les faire pivoter, on va leur faire subir des translations. À cette époque-là, j'utilise pas l'ordinateur. Il y a un moment donné où l'ordinateur permet aussi de faire des transformations du dessin qui sont tout à fait intéressantes, mais ça part toujours d'un dessin fait au crayon, très rapidement. Ces dessins sont des dessins rapides, et ils permettent effectivement à un moment donné, alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on a quelque chose et on se dit, tiens, là, il y a un tableau possible, ou pas, mais le dessin, il est quand même là, fait pour ça. Alors, je vais vous montrer quelques exemples dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois, la bibliothécaire m'a dit qu'il était commandé, donc vous pourrez le trouver plus en détail. Donc ça, ce sont des dessins plus récents, mais en fait, ils expriment bien la façon dont je procède, c'est-à-dire que j'entrecroise ici des structures, des figures, des fragments d'architecture, des fragments d'objets, etc. Alors voilà un tableau de 2005. Peut-être que je peux dire sur ce tableau, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, c'est que je croise effectivement deux choses qui vont se combiner. L'une par le dessin, un dessin qui a été fait par des sinusoïdes assez régulières, qui est recroisé avec un dessin qui vient faire un peu la silhouette tout autour, et le tout est mis sur une grille. Même dans le précédent que je vous montrais tout à l'heure, il y a une grille, les plus simples, parce qu'elle est faite de simplement 4 carrés, mais la grille a cette vertu évidemment de construire immédiatement un espace de type architectural, de type graphique, et la figure que j'y mets est une figure beaucoup plus corporelle, beaucoup plus organique. Donc là, vous voyez, on avance dans le temps, des tableaux beaucoup plus récents, 2018. Alors sur ce tableau, j'ai beaucoup travaillé sur la question des titres. Et à un moment donné, c'est arrivé vers les années 2000 par là, je n'acceptais plus du tout l'idée qu'un tableau, même avant, hein, c'était les années 90 même, j'acceptais plus tellement qu'un tableau n'ait pas de titre, ça me posait problème. Le sans titre était quelque chose qui me paraissait pas acceptable ou difficilement acceptable. Bon, il y a toutes sortes de choses par rapport au titre. Je trouve ça très intéressant parce que chaque artiste a une sorte de machine à titrer, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il met en jeu des logiques, des modalités qui sont totalement en relation avec son travail. Sinon, évidemment, ça n'a pas d'intérêt ou pas de sens. Et dans les précédents, alors je suis obligé de revenir puisque je parle du titre. Par exemple, je prends le titre, ce titre-là, Uki Uki, c'est une onomatopée japonaise. Alors pourquoi une onomatopée japonaise? Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à titrer et j'ai fait confiance à la fois aux sensations, à la fois sonores que me procure un titre et à la fois je dirais, à la structure même des sons. Les onomatopées sont des sons assez drôles, assez humoristiques, et cette onomatopée japonaise, en plus, collait assez bien avec ma figure, car Uki Uki veut dire en japonais, bon, il y a des milliers d'onomatopées au Japon, j'ai appris ça, on apprend des choses quand on commence à s'intéresser à des domaines étrangers. Les onomatopées au Japon, elles sont très fréquentes dans la conversation, il y en a plein, et elles permettent de situer une situation pour l'imager très rapidement, comme un petit flash comme ça. Et Uki Uki, ça veut dire très pressé, très content et très pressé et très joyeux. Donc
me dis, tiens, ça lui va bien à ce tableau. Donc je l'ai appelé comme ça Uki Uki. Et quelques années avant, j'avais été invité au Centre d'Art Le Quartier à faire une exposition où pour la première fois, là je ne vais pas le montrer parce que ça me ramènerait trop en arrière et à d'autres sujets, mais pour la première fois, j'avais été intéressé par l'idée d'inviter les spectateurs à titrer un tableau que je présentais. Le fait de faire ça, c'est que comme je titre le tableau après coup, très rarement avant, sauf quelques cas particuliers, au fond, c'était une réponse à des réactions de spectateurs qui ont pu me dire « mais qu'est-ce que ça représente ?» Ma réponse était de dire « mais qu'est-ce que vous voyez ?» Après, si vous vous appropriez une œuvre, comme je parlais tout à l'heure du Francis Alice que je m'approprie, pour y voir ce que j'ai envie d'y voir et peut-être ce qu'il y a mis aussi, eh bien, un tableau, même un tableau classique du Louvre, Nicolas Poussin ou autre, on se l'approprie, on regarde ce qu'on y voit. Le titre, évidemment, le sujet peut nous aider, il n'y a aucun doute. Mais dans un tableau abstrait, évidemment, la propension à se projeter et à l'interpréter est plus grande. Il n'y a aucun doute que c'est une différence importante par rapport à une peinture figurative. On peut projeter davantage des sensations, des impressions, etc. Or, mon travail a été souvent remarqué comme étant un peu à la croisée de l'abstraction et de la figure. Il y a des sortes de figures qui émergent dans le tableau, mais qui sont quand même croisées et qui viennent aussi de l'abstraction. Donc, en le donnant à titrer, ça produit une espèce de relation avec le spectateur qui, au fond, s'il a envie de le titrer, il le titre. Et j'ai, dans celui-ci, en revenant en arrière, celui-ci, vous voyez, dispositif d'enregistrement de titres proposés par les éditeurs, c'est aussi une manière extrêmement... Alors, j'ai eu des titres étonnants, hein, il n'y a pas de doute. Ce qui était intéressant, c'est que là, j'avais les voix. Je l'ai fait par écrit, je l'ai fait avec les voix. Et les voix, c'est aussi le corps. Hein, c'est les gens, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des langues, il y a la langue française, il y a des langues étrangères. Et donc, ce tableau a effectivement une centaine de titres, parce qu'il était présenté à Paris et puis à Rotterdam. Donc, je me suis fait traduire les titres, évidemment. Alors, il y a des titres que je trouve vraiment superbes, qui collent bien au tableau. Il y en a d'autres qui me paraissent plus arbitraires, mais peu importe, ça donne des choses tout à fait étonnantes. Donc, j'assume qu'un tableau s'interprète et que ça... Bon, il y a un ami hollandais, quand il a fait cet exercice avec moi dans l'atelier, il parlait très bien français aussi, mais enfin il l'a titré, et il lui a donné un titre assez surprenant, parce qu'il me parlait, il me dit « Ah ben ton tableau, en fait, est-ce qu'il change quand on le titre, le fait qu'il ait une centaine de titres, est-ce que ça le change ?» Je lui dis non, pas en tant que tel, physiquement il ne change pas, mais il me dit oui, mais quand même. Et il me dit, il a pris le micro, il lui a donné un titre, et il l'a appelé « Gonfler un pneu ». Ça m'a beaucoup amusé. Alors l'idée, il m'a dit, en fait, il est enflé, il augmente, et puis il trouvait que ça lui allait bien. Bon, c'est vrai que ce titre correspondait à une façon de regarder mon tableau par rapport au fait qu'il y a une espèce d'amplitude qui est donnée par la masse des titres. Donc je reviens ici. Alors je reviens ici pour dire que là, je l'ai appelé la nuit, après l'avoir fini. Et je dirais oui, une des premières fois depuis un bon moment, j'ai titré les tableaux suivants avant, parce que ça m'a incité, de manière un peu ludique, on va dire, à faire le jour, que voici, à faire l'aurore, et à faire le crépuscule, que j'ai fait en dernier. Donc là, je les ai mis dans l'ordre où je les ai faits, pas dans l'ordre, je dirais, de la journée. Celui-ci est venu bien après, enfin, 3-4 mois après. Donc voici, là on est en 2019. Alors comme je vous ai parlé du dessin comme étant un peu un moteur dans mon travail, je vous ai bien dit que le dessin au tout début se faisait dans la peinture, dans les grands tableaux, les petits tableaux du début de mes débuts, et puis après dans les grands tableaux, là, il se fait dans la peinture, puis après il se fait avant la peinture. Donc on a vu, le dessin se faisait avant. Et
là, je vais vous parler de dessins que j'appelle dessins fantômes et qui ne se font plus ni dans, ni, enfin si, un peu dedans quand même, mais qui se font ni avant, ni dans la peinture, mais après. Et c'est d'une manière assez particulière que c'est arrivé. Enfin, ça n'est pas arrivé non plus par hasard. Mais j'étais en résidence à Gyeonggi Creation Center, qui est à côté de Séoul, qui est un endroit très étonnant, remarquable. Je suis resté 3 mois dans des conditions très bonnes, où on pouvait vraiment travailler dans une solitude totale. C'était une presqu'île et il n'y avait aucune visite. Donc on n'avait pas l'autre choix que de travailler beaucoup. Donc ça m'allait très bien. Et puis par chance, j'avais un contact avec une galerie de Séoul, Artside Gallery, et qui faisait la CIAF, qui est l'équivalent de la FIAC, et qui, en venant à l'atelier, avait vu plusieurs tableaux, et notamment celui qui était à droite, à la place du dessin rouge. Et elle me dit qu'ils aimeraient bien le présenter, etc. Bon, donc arrive le moment de l'exposition en fin de résidence, car il y a souvent des expositions en fin de résidence, et j'accroche les tableaux, mais la galerie voulait, j'ai vu que les dates collaient pas si bien que ça, et donc le tableau est resté accroché quelques jours, et j'ai trouvé un accord, et je me suis dit, bon, je vais leur donner le tableau, et dans un premier temps, je me suis dit, je vais mettre un petit papier, un peu comme on voit dans les musées, le tableau, l'œuvre est prêtée au musée, je ne sais quoi, elle n'est pas disponible, et on met la photo à côté. Puis je me dis non, c'est quand même bête, j'ai trouvé autre chose. Et je savais que je pouvais faire autre chose. Je me dis, je vais faire un travail à la place. Et donc j'ai fait un dessin mural. Donc le dessin mural, il est fait de la manière suivante, il est fait en adhésif. Alors voici le tableau, à droite, vous voyez. C'est la reproduction du tableau, avec une figure où j'ai choisi la figure centrale, son contour. J'aurais pu, mais je n'ai pas choisi de mettre les structures un peu spatiales qui entourent la figure. Et donc, si on revient au dessin, c'est vraiment le dessin. J'ai choisi le rouge, qui était la couleur dominante. Et donc, un adhésif, par projection, je fais le dessin au plus près du tableau. J'appelle ça dessin fantôme aussi parce qu'il est révélé par la peinture, il arrive après, et il est très éphémère, il ne va pas rester. Il a été enlevé après mon départ. Moi, j'ai pris les tableaux, après la galerie a pris les tableaux aussi restants, et puis, bon, à un moment donné, je l'ai laissé. Le centre d'art, enfin le lieu de résidence, ils avaient mission d'enlever les scotch. Je leur ai demandé, vous voulez le faire? Ils disent, oui, on s'en occupera, etc. Parce que, d'une certaine façon, je leur donnais le dessin, ils pouvaient le garder encore quelques jours ou un mois, ou ce qu'ils voulaient, ça m'était égal. Mais le tableau, il n'est plus là. Le dessin est là en survivance du tableau, et après, il est donc éphémère. Je l'avais appelé Magic of Ornette parce que j'aime beaucoup le jazz, et Ornette Coleman est un musicien que j'aime énormément. Et puis je venais d'apprendre la mort d'Ornette Coleman, et ça m'avait beaucoup touché. Et puis je me suis dit, tiens, allez, je vais faire un petit hommage à la musique. Parce qu'on parle parfois, d'ailleurs, Gitmi, dans l'interview, l'entretien, elle me demande si j'ai un rapport avec la musique, parce qu'elle a noté qu'il y a beaucoup de noms de musiciens ou de références à la musique. Je lui ai dit non, effectivement, moi je ne crois pas qu'il y a, enfin en ce qui me concerne, il n'y a aucun effet d'influence comme ça d'un sens musical sur un sens pictural, mais non, on est dans l'hommage là pour le coup, et puis le plaisir. J'ai un autre tableau, je l'ai appelé Thelonious, parce que j'aime beaucoup Monk. Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de l'hommage. Hein. Donc voilà. Autre exemple d'un dessin fantôme, c'est le petit Uki Uki que vous avez, enfin petit, il est assez grand quand même, que vous avez vu tout à l'heure. Là, il a été refait à la Villa Balthazar à Valence, qui est une galerie d'art. Et donc, autre exemple, alors ça c'est le tout dernier, puisque je l'ai fait en novembre 2002. Non, le tableau a été fait en 2002, et 20 ans plus tard, était acheté il y a 20 ans par le FRAC, et 20 ans plus tard, le FRAC m'invite parce qu'il y avait ce bouquin qui était paru, un petit événement avec l'école des Beaux-Arts. Donc,
on discute, et puis je leur fais la proposition de faire le dessin fantôme du tableau qui est en réserve, qui n'est pas montré, il n'y a pas d'expo, hein. Mais ils ont une réserve au FRAC qui est assez amusante, qui est que il y a un endroit dans les salles où il y a une vitrine et on voit les réserves. Je lui dis, bah, écoutez, c'est parfait, il est en réserve, on ne va pas l'exposer, c'est pas nécessaire, on peut le voir. Alors on le voit en vitrine avec ses voisins. Et puis j'ai donc réalisé avec un étudiant de l'ESAB de Rennes, Pierrick Mordrel, j'ai réalisé le dessin fantôme. Dans ce cas-là, vous voyez, j'ai mis la structure. Je me suis dit, tiens, on va l'accrocher à son... vous voyez comment c'est... Je reviens au tableau. Il a une espèce de structure qui traverse le haut, et j'ai eu envie là de le faire. Moi, je ne crois pas aux règles, hein. Je pense que la seule règle, c'est au fond, c'est à la fois l'émotion et les sensations qu'on a au moment où la chose doit prendre place. Et là, je me suis dit, non, il ne peut pas être tout seul, là. Il faut qu'il ait sa construction là, à côté de lui. Donc voilà, donc dessin fantôme récent, celui-là, en 2022, dans la salle de documentation. Alors, dessin, j'ai parlé donc de dessin, si je me reprends et que j'essaye d'être clair, dessin dans la peinture, donc pas de dessin indépendant, dessin avant la peinture, dessin après la peinture, et puis là, vraiment, ce sont des dessins qui sont hors de la peinture, mais vraiment en dehors. Alors ça vient aussi de nécessité qu'on a, on se dit, mais j'ai une peinture qui est très construite quand même, et qui, vous le voyez, qui laisse une grande liberté aux couleurs et aux dessins, préparatoires, mais des dessins rapides, je donne une certaine liberté au dessin, mais je n'ai pas de geste très très évident dans l'acte pictural lui-même. Mais j'en tire un bénéfice qui me paraît important. Par contre, c'est une privation quand même. Parce que j'aime cette dimension gestuelle, corporelle qu'on peut avoir. Donc j'avais envie de le retrouver dans le dessin. Donc voici un dessin en dehors, mais vraiment hors de la peinture. Il ne va pas me conduire à faire des tableaux, mais il va se réaliser en dehors. Alors c'est arrivé avec une sollicitation, une amie américaine qui me dit, mais est-ce que tu serais d'accord pour faire des dessins sur une thématique voisine, la même, mais on ne se dit pas ce qu'on fait, et puis on verra bien. C'est un jeu, hein. J'aime bien les jeux, moi j'aime bien. Et donc, puis on fait ça avec des gens avec qui on a une affinité, bien sûr. Donc on a une grande affinité, elle s'intéresse beaucoup à l'architecture, à la littérature, au texte, etc. Elle est elle écrit d'ailleurs beaucoup. Et donc on choisit son thème. Le thème, c'était l'architecture, les espaces, les sensations de territoire, d'étendue, de paysage, et on part avec ça. Enfin, on a un peu précisé là, les choses. Il y avait un texte qui nous avait été un peu un guide, et donc un peu des idées d'urbanisme aussi, de construction de l'espace, etc. Mais beaucoup lié au paysage. Bon, alors moi c'est très simple, hein, j'ai fait un certain nombre de dessins. On ne se concertait pas du tout. L'idée de paysage, elle est peut-être paradoxale, mais volontairement, j'ai pris que des feuilles verticales et mon paysage, il est comme empilé. C'est-à-dire, il se passe en verticalité. Alors, pardon, là, il me manque une image, et j'en suis désolé parce que je n'arrivais pas à la voir. Une image donc de cet artiste, Marjorie Wellich. J'aurais aimé le montrer pour comprendre un peu ce qui anime aussi le travail, puisque en me faisant cette proposition, elle a un travail très 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 construit. On peut dire qu'elle est quasiment une peintre géométrique abstraite, mais on sent bien l'influence de l'architecture. J'avais une photo que je pourrais pas vous montrer là. Au moment du vernissage, d'ailleurs, parce qu'on a fait une expo ensemble, on a montré chacun nos dessins respectifs, elle m'a dit, en répondant à une interview, elle dit, mais en fait, Olivier, c'est The Place,
Donc elle ne parle pas du tout français, donc elle a dit en américain. The place, et moi c'est the space. Et alors évidemment ça fait une allitération qui m'a frappé, parce que space pour elle, l'espace, la construction, le plan, et moi place. Et elle avait entièrement raison, c'est-à-dire que place c'était l'événement, l'action, il y a des sortes de personnages, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des... effectivement, c'est place. À cet endroit-là, il y a un truc, on ne sait pas trop, mais il se passe quelque chose. Alors qu'elle, il y a donc une narration, donc une embryon de narration. Alors qu'elle, il n'y a aucune narration. On est vraiment dans des constructions qui sont presque des plans d'architecture. Donc on pourrait dire à l'opposé, c'est presque, mais comme on s'entend très bien, c'était cette différence qui nous a intéressés. Donc voilà, donc pour les dessins que je situe en dehors de la peinture. Mais ils viennent la nourrir, mais de manière très détournée, complexe. Donc je termine, ça va, je suis presque dans les temps, je termine avec ce que j'ai fait à l'école, à l'ENSA. Et donc, alors comme expérience, vraiment c'est multiple. Hein. C'est-à-dire que je pensais absolument pas faire des plats ou des assiettes, je vous cache pas. J'avais des projets, je vais vous montrer des projets. J'avais imaginé des projets qui étaient des projets beaucoup plus liés aux tableaux, aux peintures que je fais, mais j'aurais envie de dire en volume. Mais j'ai pas du tout considéré la possibilité de faire des assiettes. Et quand j'ai découvert les grands plats là, de l'atelier de céramique, immédiatement j'ai vu une grande surface blanche, comme un tableau, hein, mais circulaire. Donc, et c'est vrai que ça m'a immédiatement plu. Donc je me suis dit, tiens, je n'allais pas envisager, mais c'est très intéressant d'avoir cette circularité, parce que vous savez bien que, alors c'est vrai, peut-être aussi des peintres qui sont dans la figure, mais moi je passe mon temps à retourner mon tableau. C'est une manie de peintre plus ou moins abstrait, mais on sait bien ça, c'est une vieille histoire avec Kandinsky. Hein. Mais c'est vrai également de plein de peintres. Hein. Mais de retourner son tableau, c'est très intéressant parce que vous avez besoin de gommer les espèces d'habitudes du regard que vous avez pour essayer de l'envisager autrement au moment où vous allez peut-être le retourner. Ça ne veut pas dire que vous allez à tout prix le changer de direction de manière définitive, bien que ça puisse être le cas. Mais là, avec le cercle, il tourne. Ça, je n'ai jamais vécu cette expérience, parce que je ne fais pas de tableau circulaire. En plus, les tableaux circulaires, c'est un cas très particulier en peinture. On ne va pas débattre de ça, mais c'est très intéressant, parce qu'il y a très très peu d'artistes qui peignent des tableaux circulaires. Très peu. Et c'est dans des circonstances particulières. Mais l'histoire de l'art, quand même, en regorge. Hein. Enfin, regorge. Il y en a pas mal quand même. Donc ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ça tourne. Vous voyez? Alors là, bon, autre effet amusant, si je puis dire, c'est que je l'ai fait en deux formats. Donc ce sont des recherches qui me mènent vers des prototypes pour des réalisations en plus grand nombre. Mais pour l'instant, là, j'étais encore je suis encore dans la recherche. Hein. Qu'est-ce que ça produit? En les mettant l'un sur l'autre, ça fait que c'est devenu des objets. Et les objets, vous bougez un objet, vous le mettez là, vous le déplacez, il vient s'associer à un autre. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de manière assez étonnante quand les deux objets étant circulaires, vous pouvez les mettre l'un dans l'autre. Voilà. Donc, suivant, ça c'est un autre objet que j'ai réalisé, qui est une assiette, un grand plat également, avec une figure que j'ai reprise plusieurs fois, qui est très proche de structures de dessin que je fais. Hein. Ça, c'est donc, bon, vous voyez, c'est une variante, hein, mais un peu plus petite. Voilà. Et puis, après, je ne sais plus ce qu'il y a. Oui, ben alors après, vous voyez, le bleu a été pas mal privilégié. Hein. Je ne regrette pas parce que j'ai eu quand même pas mal de surprises avec les couleurs en céramique. Hein. C'est un drôle de truc. Quand on est peintre et on tombe sur une chose absolument incroyable, c'est que les couleurs sont ingérables, très difficiles. Enfin, elles le sont, hein, mais pour moi, elles ne le sont pas encore. Et d'arriver à gérer les couleurs, c'est évidemment pouvoir prévoir, pouvoir faire évoluer, pouvoir changer. Mais comme le processus est long et complexe, s'il y a un repentir de couleurs, en peinture, vous savez le faire assez vite.
pas en céramique. Donc c'est assez intéressant aussi, hein, cette contrainte. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Alors ici, vous voyez, ça j'ai beaucoup travaillé ça avant de venir, sans avoir en tête l'idée de plat et d'assiette. J'ai regardé ça comme provenant de petits tableaux que je fais en ce moment. Je vais peut-être... Alors bon, je vous les montrerai après. Mais c'est vraiment parti de petits tableaux que je fais en ce moment. Donc là, c'est les céramiques réalisées. Elles ne sont pas encore dans l'espace, mais elles devraient en principe être montées. Donc ça pose des questions de montage assez intéressantes, mais on a beaucoup de discussions avec le labo, avec Arnaud, avec Guy, avec Michel. Il y a comment arriver aussi à construire ça dans l'espace avec des modes d'attache qui sont ce qu'il faut, ce qui n'est pas facile. Donc là, c'est en céramique, c'est pas encore, c'est positionné comme ça le sera, mais le petit rond, par exemple, il sera à 8 cm, alors que d'autres plaques seront à 2,5, etc. Voilà. Là, c'est un essai sur la possibilité de liseré. Et ça, c'est un autre objet qui est, vous voyez, qui a été fait en 3D et qui, pour l'instant, ne peut pas être réalisé parce que c'est un problème de temps, on peut pas. Donc, il y a trop de décisions à prendre, et c'est quand même long. Et donc, voilà, ça, pour l'instant, il est en travaux, si on peut dire. Mais j'ai bon espoir qu'il trouve une forme plus aboutie que celle que nous avons là, qui est une maquette en carton, et là, un projet de moule. Donc, voilà. Ça, c'est un projet alors, je vous le montre de deux façons, qui correspond bien au fait que je travaille par plan, par structure. Alors, je lui ai déjà donné un titre. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est comme une sorte de personnage, de figure verte du premier plan. Et j'ai commencé pour me repérer dans mon ordinateur, je l'ai appelé « Vous êtes ici ». Vous savez, comme il y a sur les panneaux, avec les personnages qui sont dans des espaces urbains et qui doivent se déplacer. Donc je l'ai vu comme un espace urbain et comme une construction dans l'espace. Donc, pardon. Alors ça, c'est pas réalisable, je n'aurai pas le temps, mais voilà, ça fait partie des choses. C'est pour vous dire que les projets se font aussi par cumul. Hein, Donc les tableaux, ça c'est les petits tableaux que je fais depuis... j'ai commencé à faire ces petits tableaux il y a 3 ans, et 2 ans, très exactement, plutôt. Enfin, fin 2019, début 2020, ouais, non, ça va faire... Oui, voilà, ça... Et donc ces tableaux ont immédiatement influencé mes projets pour la céramique. Bon, parce que c'est des espaces de liberté du moment, et donc je suis allé puiser là-dedans. Je vous en montre quelques-uns en plus grand format. Enfin, en plus grand, non, ils sont toujours petits, mais disons que l'écran les montrera. Alors c'est drôle de les voir comme ça, parce qu'ils mesurent 14 cm par 18. Alors là, vous le voyez... Et voilà, je termine sur un tout dernier tableau que j'ai fait à l'atelier il y a 2 mois, 3 mois, et qui est en train de sécher. Voilà, écoutez, je m'arrête là. J'ai presque tenu mes 45 minutes, mais j'ai débordé. Voilà. Et écoutez, si pour vous il y a des questions qui viennent, ça sera avec plaisir. Bonjour. Merci. Moi, c'est autour des couleurs, comment vous viennent ces rapports entre les différentes couleurs dans vos tableaux Comment elles arrivent? Oui. Ah, ça, c'est une vaste question. Justement, j'ai éludé en disant que je vais parler que du dessin. C'est une des questions les plus dures pour les peintres, comme pour les critiques d'art et les historiens, je trouve. C'est-à-dire que généralement, la question de la couleur est très difficile à traiter, sans tomber, évidemment. On peut toujours argumenter. Une fois que c'est fait, on peut dire « Ah oui, contraste, etc., complémentaire », enfin, vous connaissez un peu la théorie de la couleur. Mais la réalité, c'est qu'on ne peint pas comme ça. Enfin, on a quelques notions qui nous aident, bien entendu, mais je persiste à penser que la couleur est quelque chose de très, très, qui échappe très, très volontiers. Et c'est pour ça que le dessin permet de la contenir, de l'orienter. On voit bien que tout de suite, une couleur toute seule, ça veut
pas dire grand-chose. Elle vient rentrer dans une forme, dans une construction, dans un espace. Et même un monochrome rectangulaire, c'est déjà un espace délimité par un dessin. Donc c'est vrai que c'est pas une question à laquelle je peux répondre facilement. Je pense qu'on a effectivement des couleurs qui reviennent et qu'il y a des choses. On a envie de capter certaines couleurs. Par exemple, il y a des violets que j'essaye de faire rentrer et j'y suis pas toujours bien arrivé. Vous voyez, c'est ça. C'est un espèce de... C'est une relation émotionnelle et difficile à rationaliser, hein, je crois pas. Moi, je réponds pas, hein, vous voyez. Mais c'est une question qui mériterait d'être réfléchie davantage. On avait fait d'ailleurs avec une amie qui est philosophe. Elle me disait au fond, toi qui peintre, est-ce que tu accepterais qu'on fasse quelque chose, est-ce que tu aimerais qu'on fasse quelque chose sur la couleur? Alors justement, c'était un peu la même chose. Je lui ai dit, bien sûr, mais on l'avait appelé Errance de la couleur, le colloque. C'était un espèce de colloque. Et Errance parce que on disait, oui, il y a pas une forme définie, ça navigue, c'est un peu chaotique la couleur. Je m'intéresse beaucoup au chaos aussi. Hein. C'est-à-dire le fait on est dans le chaos, comme dans le terrier, et puis on construit, on organise, on trouve des... Et beaucoup de peintres que j'aime s'intéressent au chaos, comme Paul Klee, Cézanne. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir justement, vous avez parlé du terrier et de comme quoi oui. La notion du chaos, mais en fait il y a quelque chose qui m'intéressait, notamment quand vous avez comparé ça quand vous avez mis ça en relation avec le texte de Franz Kafka, oui. Sur le fait que pour vous le terrier, que c'est une métaphore entre la relation entre peintre et la peinture et ce repli sur le monde et cet isolement, mais du coup j'ai un peu du mal à comprendre d'où est venue cette idée de terrier, parce que quand j'ai d'où est venue l'idée du terrier? Du terrier, parce que surtout quand j'ai vu vos peintures, j'ai pas tout ça fait. Ah oui. Je sais pas s'il y a une relation, ou peut-être moi qui n'ai pas compris, mais du coup. Ah non, c'est vrai c'est très juste hein, votre remarque. C'est certain que ma peinture n'illustre absolument pas le terrier. Hein. Non, ça c'est absolument certain qu'il n'y a pas de lien entre le terrier, la nouvelle de Kafka, et ma peinture en tant que peinture. C'est vraiment je l'ai dit, hein, c'est une position d'artiste. C'est pas une référence picturale. C'est pas une référence picturale. C'est-à-dire que je me suis amusé d'ailleurs mais pour des raisons purement intellectuelles, je me suis amusé ayant lu la nouvelle, et puis comme je l'ai prise comme métaphore dans ce texte, je me suis amusé à faire le dessin du terrier. Parce qu'on peut, il en parle tellement de son terrier, il va se rendre au carrefour principal où il y a 3 galeries et pris de panique, il mange toutes ses réserves. Le lendemain, il n'a plus rien à manger, il est obligé de sortir, mais il a très peur, etc. Bon. Et on arrive petit à petit à comprendre comment il est fait son terrier. Donc on peut le dessiner. Mais ce dessin, pour moi, c'est pas un dessin évidemment par exemple. Hein. Je vous donne un exemple. C'est un dessin de réseau. Et ce qui m'a intéressé dans le terrier, c'est que ce sont aussi des réseaux. Et que comme nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a vénérer les réseaux et les technologies du moment. Les vieux réseaux, les grottes de Lascaux qui sont pas loin, sont toujours très actives hein, en termes de force, de qualité de peinture. Mais pour dire, par rapport à votre question, mon intérêt pour Kafka, il est venu très tôt, parce que j'ai découvert cette œuvre, elle m'a beaucoup touché. Je trouvais qu'elle a beaucoup d'humour, c'est un personnage extraordinaire, mais pour moi, il n'y a aucun lien avec la peinture que je fais. C'est pas des liens formels. C'est un peu comme si je devais faire lien avec des œuvres littéraires. De la même manière, je sais pas, j'aime Baudelaire, ou j'aime, il n'y a pas de lien avec ma peinture. Il se trouve que j'ai cité le terrier de Kafka parce que c'est une figure très belle. Donc c'est une figure intellectuelle. C'est pas une figure picturale pour moi.
Vous vous attendiez peut-être, c'est ça, à ce que ma peinture soit non pas une illustration, hein, mais qu'elle ait affaire avec le tellurique et la matière même, c'est ça? Mais non, je m'attendais plutôt à ce que il y ait peut-être une question autour de l'isolement, du repli sur soi, et notamment ce que vous expliquez, ce terrier en tant que lieu de vie ou lieu de création. Et du coup, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans vos tableaux, mais du coup, je comprends votre démarche. Oui, je comprends, très bien. Eh bien, merci beaucoup, du coup. Bah. Merci à vous.